Eh bien, Angeline, aujourd'hui, quel est le calendrier pour la prévoyance? Alors, bonjour, on va reprendre un petit peu d'historique pour prendre connaissance de la matière. On voit que ces dernières années, il y a une grande accélération de la thématique de la protection sociale complémentaire dans les collectivités territoriales, plus largement dans la fonction publique. Donc, on a eu 2 grandes ordonnances en 2021. Une pour la négociation collective et une pour la protection sociale complémentaire, 2 thématiques très liées, qui ont vu des décrets de précision et d'application paraître en quelques mois plus tard, en 2022. Et en avril 2022, on a le décret qui nous précise les garanties, le financement, les dates d'entrée en vigueur de cette obligation de couverture des agents au 1er janvier 2025 pour la prévoyance, 1er janvier 2026 pour la santé. Ce texte a connu quelques précisions par un accord qui a été pris en juillet 2023, accord qui vient préciser plusieurs sujets, notamment les garanties, les entrées en vigueur, ce que doivent faire les assureurs sur la protection sociale complémentaire des agents territoriaux. Mais accord qui devait être transposé dans un délai de 6 mois à compter de juillet 2023. À date, toujours pas de transposition. Donc cet accord n'a aujourd'hui qu'une valeur conventionnelle et il n'a pas de valeur contraignante pour les employeurs territoriaux. Donc une seule chose est certaine aujourd'hui, le texte à valeur contraignante, c'est le décret d'avril 2022. Et quelle est la date d'entrée en vigueur de cette obligation? C'est le 1er janvier 2025. Dis-moi, Angeline, je croyais que justement, on avait repoussé de 2 ans la mise en application. Alors non, l'accord prévoyait une période entre guillemets transitoire permettant aux employeurs déjà équipés d'attendre le 1er janvier 2027 pour se mettre en conformité. Néanmoins, cet accord n'ayant pas été transposé, l'application, c'est le décret. Et donc, la date du 1er janvier 2025 est bien celle qu'il faut retenir. Donc, le 1er janvier 2025, toutes les collectivités doivent avoir mis en place quelque chose en termes de prévoyance. Alors, le quelque chose, c'est quoi? C'est bien entendu des garanties, c'est bien entendu peut-être un financement, mais j'imagine qu'on va le voir un petit peu plus tard. On est bien passé d'une faculté ouverte en 2011 à une obligation de couverture de ces agents au 1er janvier 2025. Donc là, l'ensemble des textes sont plutôt clairs. Pour ma part, je vais reprendre aussi des éléments de contexte et notre expérience sur la prévoyance dans la fonction publique territoriale. Je vous rappelle que le premier texte qui est apparu, c'est la loi de modernisation de la fonction publique territoriale en 2007, où en quelques lignes, bien les textes laissaient supposer, enfin en tout cas donner possibilité aux collectivités de financer des régimes de protection sociale complémentaire. Ensuite, bien entendu, on a le décret de 2011 qui donne quelque part le ton sur les systèmes à mettre en place. Alors, en 2011, il n'y a pas de garantie, mais on a un certain nombre de collectivités en nombre qui se sont posées un certain nombre de questions et qui ont souhaité mettre en place des régimes de prévoyance. Pour rappel, en 2011, on avait 2 possibilités, soit la labellisation où on reprenait quelque part les contrats individuels, ou soit la convention de participation qui est globalement le contrat collectif. À date, on a beaucoup de collectivités qui, depuis ce décret, ont lancé leur propre convention de participation, à savoir leur garantie, leur financement et quelque part leur définition par rapport aux garanties. Oui. Aujourd'hui, on est bien d'accord que les conventions de participation sont proches des contrats collectifs, des contrats obligatoires. La seule donnée par rapport à un contrat obligatoire qu'on ne retrouve pas depuis 2013, c'est que l'adhésion des agents est facultative. Et ça, effectivement, c'était dans le décret de 2011. Mais aujourd'hui, bon nombre de collectivités ont leur propre convention de participation. Donc ceux qui ont leur propre convention de participation, eh bien, globalement, est-ce qu'effectivement ils doivent mettre en place quelque chose? Il faudra juste vérifier que votre
contrat est bien en adéquation avec les garanties issues à minima du décret. Oui, alors il y a deux situations. Il y a la collectivité qui n'a rien aujourd'hui et qui doit mettre en place un régime conforme aux dispositions du décret au 1er janvier 2025. Il y a la collectivité qui avait un dispositif avant 2022 et qui peut continuer à le faire perdurer jusqu'à son échéance et se mettre en conformité après. Et il y a celle qui a mis quelque chose en place en 2022 mais n'a pas respecté les dispositions du décret qui, elle, doit se mettre en conformité dès le 1er janvier 2025. Voilà. Donc on a un calendrier un petit peu étalé en fonction des situations qui existent au sein des collectivités. On peut voir notamment les garanties, peut-être. Oui, alors quelles sont les garanties très simplement que les collectivités devront mettre en place au 1er janvier 2025 ? Alors, les garanties minimum, c'est les garanties prévues par le décret qui prévoit 2 garanties dans le régime de base. Il n'y a plus de possibilité de mettre la garantie invalidité en option. Dans ces décrets, la garantie incapacité est un maintien de salaire à hauteur de 90% du net, ainsi qu'une part du régime indemnitaire à hauteur de 40% de son montant, et une garantie invalidité prenant en compte toutes les invalidités à hauteur de 90% du net. Donc là, nous avons la couverture minimum. Voilà, ça, il faut bien insister sur le caractère minimum. Donc, plus possible de faire une garantie maintien de salaire uniquement et une option. Aujourd'hui, le package, le pack, c'est la garantie incapacité et invalidité. Ça a vraiment du sens puisque aujourd'hui, la garantie invalidité sur le plan assurantiel, c'est un risque lourd. Et donc forcément, l'assurer pour vos agents, encore une fois, on le resitue au niveau de vos agents, c'est quand même essentiel d'assurer cette garantie dans le pack du régime de base. Oui. Alors ça, c'était effectivement la couverture issue des décrets. Juste un focus par rapport à l'accord. Voilà. Donc, c'est quoi les différences par rapport à l'accord? Je vous rappelle que l'accord, quand même, a été signé par les organisations patronales et les organisations syndicales, et ce, dans leur globalité. Donc, c'est quand même important de l'avoir en tête. Alors, c'est quoi les garanties? Alors, il y a des petites modifications entre le décret et l'accord. La modification principale en incapacité, c'est le fait qu'il n'y ait plus de spécification sur le RI, mais dans une assiette globale, 90% de la rémunération. Ça, premier point. Ce qui soulève la problématique de la prise en charge du régime indemnitaire au titre du régime de prévoyance, car on sait, et c'est d'actualité, que les modes de fonctionnement dans les collectivités sont variables d'une collectivité à une autre. Donc là, demain, l'accord prévoit des garanties avec 90% du RI, donc quelle que soit l'intervention de la collectivité. Donc, c'est effectivement un enjeu, puisqu'il est important de savoir ce que vous souhaitez réellement pour vos agents à l'issue, effectivement, de votre convention de participation. On a une petite différence aussi sur la garantie invalidité. La garantie invalidité du décret prenait en compte, comme on se l'a dit tout à l'heure, l'intégralité des invalidités sans distinction. Dans l'accord, une précision est faite en fonction du taux d'invalidité reconnu par la CNRACL pour les agents. Au-delà d'un taux à 50%, 90% de la rémunération serait garantie. En dessous du taux de 50%, la rente serait minorée par une formule de calcul prenant en compte ce taux, justement. Donc, on a une variation de l'indemnisation en fonction de la situation d'invalidité de l'agent. C'est parfaitement clair. Simplement, la différence entre le décret et l'accord, Angeline vient à vous de le dire. Alors, sur le plan assurantiel, on peut globalement s'adapter soit aux garanties du décret, soit aux garanties de l'accord. Simplement, vous l'avez compris, la différence, ça sera la tarification qui sera accordée par l'organisme assureur. Dans un cas, on prend tout taux d'invalidité et auquel cas, la tarification sera plus chère qu'un taux qui sera minoré en fonction d'un taux d'IPP. Voilà. Donc ça, effectivement, il faut que ça soit parfaitement clair. Sachez que par expérience, on a vu cette année beaucoup, quelque part, de conventions de participation, d'appels d'offres sur le premier semestre, qu'aujourd'hui, l'expérience nous indique que bon nombre de collectivités ont choisi les garanties de l'accord national pour le 1er janvier 2025 et pour leurs agents, tout simplement. Merci, monsieur Sartre. Alors, un des points
qui semble aussi important dans le cadre du décret ou de l'accord, c'est forcément le financement du régime. Alors, avant, j'avais une question. Selon vous, enfin selon toi, quel est le régime à mettre en place, le régime le plus favorable pour les agents? Un régime optimal. Alors, quel serait-il? Effectivement, très bonne question. Aujourd'hui, sur le plan assurantiel, il est important de normer votre contrat d'assurance avec un régime de base qui inclut le décès. En fait, vous savez que notre objectif, c'est que les assureurs puissent répondre à vos consultations et que les assureurs soient le plus nombreux à répondre à votre consultation. Dans ce cadre, il est nécessaire, primordial, d'avoir une garantie normée. Et pour les organismes assureurs, une garantie normée, c'est une garantie, bien sûr, incapacité temporaire de travail, une garantie invalidité, mais une garantie décès. Et donc, il faut ajouter à votre régime de base une garantie décès, même simple, hein, enfin je veux dire très basse, soit un capital forfaitaire ou soit un capital en fonction de la rémunération, mais il est nécessaire pour nous, hein, en tout cas c'est la préconisation qu'on va vous faire, d'ajouter une garantie d'essai. Alors cette garantie d'essai a vraiment aussi du sens au titre de la prévoyance pour les agents, puisque globalement, 1, ça sert à normer votre contrat, 2, ça permet une meilleure mutualisation des risques, hein, puisque effectivement on a un panel plus élargi. Et le troisième élément, et non des moindres, c'est que globalement, la garantie d'essai, si on prend un capital de 50% du traitement de référence, eh bien, si on le compare au privé, sachez qu'il y a eu une étude qui a été faite et le capital qui est octroyé pour l'ensemble des salariés se situe à 156% du salaire de référence. Tout ça pour vous dire que si je prends le statut et le régime de prévoyance, eh bien quelque part, on est sur quelque chose d'égal et ça permet de couvrir, bien sûr, d'assurer, de protéger les ayants droit en cas de décès de votre agent. Ayant droit, dont la définition est différente entre le contrat d'assurance et le statut, car on sait que dans le statut, le versement du capital d'essai est fléché. La réforme qui a été menée sur la fonction publique d'État n'est pas tout en l'état comme ça applicable à la FPT. Et donc, voilà, l'intégration d'une garantie d'essai au régime de prévoyance permet ce versement aux ayants droit tel que entendu par l'agent. Parfait. Alors du coup, on revient au financement du régime. Alors le financement du régime, il revêt un caractère extrêmement important, hein, puisque forcément c'est une clé de réussite sur la mise en place de votre régime. Donc que dit le décret, que dit l'accord ? Alors, que dit le décret? Le décret a inscrit une participation minimale à hauteur de 7 €. Et l'accord est allé un peu plus loin, même beaucoup plus loin, puisqu'il a prévu une participation en pourcentage à hauteur de 50% de la cotisation du régime. On voit que c'est quand même une réelle avancée. Dans le décret de 2011, aucune participation minimale n'était prévue. L'employeur pouvait participer, il pouvait participer sans montant minimum. Demain, il devra participer à minimum à hauteur de 7 €. Donc il y a une vraie avancée. Alors, par expérience aussi, hein, puisque comme on vous l'a dit, on a mis en place depuis 2013 des conventions de participation. Alors il est vrai qu'en 2013, les financements n'étaient pas à 50% de la cotisation, mais on était plus proche des financements à hauteur d'une dizaine d'euros par mois et par agent. Au moment où on se parle, on voit que les premières conventions de participation ont été renouvelées et on voit effectivement au gré des négociations dans la collectivité, au gré de la sensibilité des collectivités, qu'aujourd'hui on retrouve des financements qui sont entre 15 et 20 €, hein, globalement, voire parfois beaucoup plus, hein, puisque on a parfois aussi des collectivités qui financent 100% de la cotisation pour un certain nombre d'agents. Donc tout cela, effectivement, a progressé au fil des ans et qu'aujourd'hui, on souhaite effectivement protéger les agents sur la prévoyance parce que c'est un élément important et sensible au sein de la collectivité et que forcément,
les financements se rapprochent de plus en plus vers l'accord national. Et dernier point, mais plus le financement de la collectivité est élevé, plus la convention de participation est une réussite. Et ça, c'est un élément important que vous devez prendre en compte dans le cadre de la mise en place de votre régime de prévoyance. Toujours effectivement dans ce régime de prévoyance et dans la mise en application de ce régime de prévoyance. Alors vous avez forcément à y réfléchir et si vous n'avez rien en place, bien globalement il va falloir respecter un calendrier qui va se restreindre forcément au fil des semaines. Angeline, est-ce que tu peux nous préciser un peu ce calendrier ? Alors oui, il va être très rythmé ce calendrier si nous commençons à aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, vous devez déjà, ou vous allez devoir réfléchir à la rédaction de votre cahier des charges. Donc cette première phase est le préalable à la publication d'un avis d'appel public à la concurrence. Cet avis d'appel public à la concurrence permettra le lancement d'une consultation avec un délai de réponse pour les opérateurs de 45 jours. On sait aujourd'hui, on fait avec les données donc les contraintes juridiques que nous avons, qui sont celles du décret de 2011, donc 45 jours. Si c'est modifié, ça pourra peut-être être modifié, mais là aujourd'hui on est à 45 jours, ce qui nous emmène déjà début novembre. Une fois que vous avez donc établi votre date limite de réponse, vous avez des opérateurs qui vont déposer leurs offres et vous devrez analyser ces offres. Vous les analyserez, vous aurez ensuite une phase de présentation de ces offres au CST pour avis et ensuite attribution, délibération et mise en place de la communication pour le déploiement de vos régimes. Donc là, on est entre aujourd'hui et le 1er janvier 2025. Donc voilà, il ne faut pas traîner, ça va être très très rythmé. Donc, deux possibilités. Soit effectivement vous avez déjà mis en place quelque chose, il convient de vérifier vos garanties pour savoir si vous êtes bien en respect de ce qu'on vient d'évoquer, ou soit vous n'avez rien mis en place et là il est urgent bien entendu de faire quelque chose. Il y a un élément qu'il faut bien prendre en compte, c'est bien entendu la phase de réflexion, puisqu'il faut, pour moi, il est important que vous ayez cette réflexion et il est important que la collectivité sache ce qu'elle veut et qu'est-ce qu'elle souhaite dans le cadre de son cahier des charges. Il est important d'avoir les idées claires de ce qu'on va proposer aux agents et ne pas découvrir a posteriori. Donc, j'attire votre attention sur l'extrême nécessité de bien comprendre ce que vous allez mettre dans votre cahier des charges, tant sur le plan des garanties que sur le plan des conditions d'admission de vos agents. Je vous rappelle que la convention de participation, c'est égal à un contrat collectif, que ce n'est pas des contrats individuels. Les contrats individuels sont des contrats où on a du questionnaire médical, on a des délais de stage, on a des délais de carence. Là, aujourd'hui, le contrat collectif, on est effectivement sans questionnaire médical, sans délai de carence. Il suffit effectivement d'être en activité au 1er janvier 2025 pour pouvoir adhérer au régime. Et ça, c'est un sacré avantage dans le cadre de la convention de participation que vous allez mettre en place par rapport à des contrats individuels labellisés. Donc, attention, j'attire vraiment votre attention sur ce point-là. Et le deuxième point à évoquer avec vous, c'est que toutes les garanties qu'on vient de décrire avec Angeline, elles s'entendent en relais et en complément du statut pour les agents relevant de la CNRACL. Bien sûr, les Ircantec, on a la sécurité sociale, mais quelque part en complément et en relais du statut. Et ça, c'est important à ce que vous ayez les idées parfaitement claires, tout simplement. Nous avons fini effectivement la présentation pour ce webinaire. Dans quelques instants, on se retrouve pour les questions, tout simplement. Première question, c'est si effectivement je ne suis pas prêt au 1er janvier 2025, qu'est-ce que je dois faire ou pas? Là, très simplement, juridiquement, Angeline vous dirait que vous devez être prêt au 1er janvier 2025 et que vous n'avez pas le choix. Moi, je vous dirais très simplement, faites au plus vite pour que vous puissiez proposer les garanties à vos agents le plus rapidement possible. Et si vous êtes prêt au 1er février 2025, eh bien, ça sera au 1er février 2025.
Voilà. Nous avons une question de Sandra qui nous demande si la collectivité dispose d'un régime collectif de prévoyance, l'agent est-il obligé d'y adhérer? À date, si votre régime n'est pas collectif et obligatoire avec la formalisation d'un accord collectif, l'agent n'est pas obligé d'adhérer. Pour autant, la collectivité est obligée de proposer à son agent une couverture prévoyance. Voilà. Parfaitement clair. Je vous rappelle que sur quelque part le cheminement des textes, pour nous, Collecteam, l'accord national est quelque part le fondement des régimes de prévoyance de demain. On a effectivement des garanties, un financement, le contrat obligatoire qui protégera de toute façon l'ensemble de vos agents. Donc on sait effectivement que le chemin qu'il nous reste à faire, c'est le chemin obligatoire. Et sachez que au moment où je vous parle, bon nombre de collectivités ont décidé de lancer leur régime de prévoyance obligatoire et ils proposeront du coup une adhésion obligatoire à leurs agents et ce dans leur intérêt puisque ça leur sert à la protection tout simplement. D'autres questions, Angeline? Alors, il reste une petite question de Christelle qui nous demande si la collectivité peut conserver sa couverture qui court jusqu'en 2026. La réponse est si la convention a été conclue avant 2022, oui. Si elle a été conclue après 2022, on vérifie que les garanties proposées sont bien conformes à celles du décret. Très bien. Écoutez, nous avons terminé. Pour plus d'informations, nous vous mettons à l'écran un flashcode que vous pouvez directement scanner pour retrouver plusieurs informations ou des informations tout simplement. Nous souhaitons avec Angeline vous remercier de votre présence. On espère qu'on a répondu à quelques interrogations. On vous rappelle aussi qu'on fera prochainement un webinaire sur les points de vigilance des garanties et on se donne donc rendez-vous à ce prochain webinaire. En tout cas, un grand merci à vous et bon après-midi. Merci à vous.